Bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Ultime sommet sur l'Est de la RDC. La rencontre de Kampala s'est ouverte ce lundi et tous les chefs d'État de la sous-région concernés par la problématique de l'insécurité dans le Kivu y prennent part. Il sera question d'examiner la faisabilité de la mise en place de la force internationale neutre. Un autre sommet, celui qui se rapporte à l'économie, il précède le sommet de la francophonie. Les investisseurs vont discuter durant 2 jours sur les possibilités de développer des opportunités en matière commerciale. À suivre aussi cette annonce du gouvernement qui souhaite relancer la croissance. Le Premier ministre propose de créer un fonds pour cela. Il en a été question lors de la traditionnelle réunion de la Troïka économique. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Je vous l'annonçais au sommaire, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs réfléchissent depuis ce lundi à Kampala sur l'opérationnalisation de la force internationale neutre à déployer à moins de 60 jours à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Ils analysent le rapport de l'équipe militaire d'évaluation et des experts de mécanismes conjoints de vérification portant sur la capacité de nuisance des principaux groupes rebelles actifs au nord et au sud Kivu. Ce rapport, qui a également analysé la situation humanitaire dans l'est de la RDC, était approuvé le week-end dernier par les ministres de la Défense des États membres de la CIRGEL. Les présidents Yoweri Museveni, Joseph Kabila, Paul Kagame, Pierre Nkurunziza prennent part à ce sommet. Des sommets et des rencontres à répétition pour tenter de résoudre le problème d'insécurité dans l'est du Congo. Toutes les recettes utilisées depuis plus de 10 ans n'ont à ce jour donné aucun résultat probant. Les observateurs proposent l'emploi d'autres schémas pour résoudre la crise. Un schéma qui passerait par une lecture géostratégique de la problématique de l'Est. Commentaire de la rédaction. Les chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se retrouvent à nouveau à Kampala pour discuter de la mise en œuvre de la force internationale neutre à la frontière RDC-Rwanda. Cette rencontre, qui est à sa 4e phase, devrait cette fois aller à l'essentiel. Obtenir l'engagement des principaux protagonistes que sont la RDC et le Rwanda. Paul Kagame, qui a toujours nié son implication personnelle dans la crise à l'est de la RDC, devrait se montrer coopératif et travailler dans le sens de permettre le retour de la paix dans cette partie du continent. En attendant, les observateurs avertis conseillent la rélecture des enjeux géostratégiques de la sous-région. Sans cela, on ira de rencontre à rencontre, de sommet en sommet, sans vraiment parvenir à quelque chose de concret, alors que sur le terrain, le nombre de déplacés internes ne fait qu'augmenter. La tragédie humanitaire ne cesse de prendre de l'ampleur. À quoi sert-il à la RDC de participer à toutes ces rencontres si les participants n'ont pas la volonté de parvenir à un accord? La question de la guerre à l'est de la RDC risque de voler la vedette à d'autres matières inscrites au programme du sommet. La paix à l'est du pays passe avant toute autre considération pour l'ensemble de la population congolaise. La communauté internationale, qui soutient tous les efforts de paix, semble elle aussi embarrassée devant l'attitude du président rwandais Paul Kagame, qui ne donne aucune impression positive d'œuvrer en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs, si aucune condamnation formelle et explicite du Rwanda n'est possible pour l'instant. Il faut alors conclure que Kampala 4 finira lui aussi en eau de boudin, comme bien d'autres avant lui. Ouverture ce lundi du Forum des entreprises et investisseurs du monde francophone. Ces assises, les premières du genre, à caractère économique, sont un prélude au sommet politique de la francophonie qui doit se tenir dans quelques jours. Durant 2 jours, des délégations d'investisseurs et entrepreneurs de l'espace francophone vont discuter sur les possibilités de créer de nouveaux partenariats et consolider la coopération pour l'émergence économique de l'espace francophone. Le coup d'envoi des travaux a été donné au Grand Hôtel Kinshasa par la ministre du Portefeuille, représentant du Premier ministre. Suivez. Venus de tous les horizons du monde francophone, ces entrepreneurs et investisseurs mettent à profit ces assises pour échanger et discuter pour rendre effective l'émergence économique de l'espace francophone. Conscients des faiblesses que présente le bloc francophone par rapport aux autres organisations, les participants à ce premier forum doivent prendre des mesures fortes susceptibles d'avoir des effets immédiats sur le commerce et l'investissement. En clair, il faut une francophonie économique forte à côté de la francophonie politique, car la meilleure des politiques est celle qui favorise la production des biens, leur circulation ainsi que leur consommation dans l'espace francophone. Maintenant, on veut développer l'économie, c'est-à-dire développer la possibilité de faire des productions dans les pays francophones, d'essayer de vivre d'une manière visible à côté des autres blocs qui existent, notamment le bloc anglophone, le bloc chinois, indien, etc. On va avoir une plus grande solidarité entre pays francophones pour
essayer de cheminer ensemble, partager les expériences, partager les ressources financières. Pour le gouvernement congolais, ces assises de grande envergure contribuent à l'émergence du pays. La présence de tous ces participants est déterminante pour la réussite des assises de la francophonie. Des éminentes personnalités de l'espace économique francophone qui ont fait les déplacements à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour apporter leur contribution à ces forums économiques. Leur participation donne au sommet une dimension plurielle, une francophonie au service de la croissance économique et du développement. Ce forum est certes une plateforme d'échange, mais il est aussi un espace pour les entreprises de la place de s'ouvrir au monde. Elles ont, à travers des stands érigés pour l'occasion, la possibilité de promouvoir leurs biens et services auprès des potentiels clients qui ne manquent pas d'y faire un tour. Dans le secteur des mines, la RDC n'exploite qu'environ 30% de ses ressources minières. Le ministre des Mines croit savoir que les contrats gagnant-gagnant seraient profitables au pays. Martin Kaboueloulou l'a dit lors de la table ronde des affaires qui a eu lieu à Washington. Le ministre a par ailleurs invité les investisseurs américains à venir investir en RDC. Le compte rendu avec nos confrères de la RTNC. Les opportunités d'investissement sont légion en République démocratique du Congo. C'est là dans tous les secteurs de la vie nationale. Une affirmation du ministre national de Mines, Martin Kaboueloulou, intervenant à la table ronde organisée par les conseils des affaires pour l'Afrique à Washington, aux États-Unis. Devant le membre du groupe RDC et autres, le ministre de Mines a administré un cours de géographie et de géologie afin de situer la République démocratique du Congo et d'énumérer les opportunités qu'elle offre pour cet espace prestigieux composé des entreprises américaines décidées à promouvoir les affaires et investissements entre les USA et l'Afrique. Martin Kaboueloulou a relevé par exemple que la RDC n'a jusque-là sur le plan minier exploité que plus ou moins 30% des secs-regorges sont sous-sol. Le gouvernement congolais, qui tient au bien-être de sa population, donne priorité à la construction des infrastructures de base telles que les routes, les chemins de fer, les ports en eau profonde, les centrales hydroélectriques ainsi que les aérogares. Aujourd'hui, la RDC, qui tient à s'industrialiser complètement, a besoin de l'énergie électrique capable de booster les développements. Ainsi, souligne le ministre Martin Kaboueloulou, les investissements dans ces secteurs sont assortis des facilités pour un contrat gagnant-gagnant. Il a informé son auditoire que la République démocratique du Congo compte organiser l'année prochaine un grand forum international sur l'éthique des affaires. Les soutiens de cette institution à l'organisation sera très apprécié. Comme partout où il est passé, le ministre de Mines a fustigé et condamné l'attitude du Rwanda qui, par son soutien aux mouvements armés, bloque l'élan de développement de notre pays. Le numéro 1 des mines en République démocratique du Congo a encouragé les entreprises américaines à venir s'installer chez nous, surtout dans les secteurs miniers. Le gouvernement congolais envisage de créer un fonds de garantie pour relancer la croissance en RDC. C'était l'essentiel de la réunion de la Troïka de ce lundi à la primature. Outre cette réunion, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a également présidé la réunion du groupe thématique du secteur de la production. Le résumé de ces réunions dans ce reportage de Doudou Ndombe. Le gouvernement s'engage à prendre des dispositions utiles pour qu'il y ait plus de crédits à l'économie en francs congolais. Le fonds de garantie permettra à l'exécutif de mettre des garde-fous pour protéger les différentes banques opérationnelles en RDC contre d'éventuelles crises. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques, de plus en plus de comptes bancaires, mais les comptes bancaires recueillent les dépôts des déposants. Et ces dépôts doivent quand même être assurés. Parce que dans les cas où il y a une banque qui s'écroule, on pourrait à ce moment-là assister à des problèmes parce que des gens qui auront déposé de l'argent en banque l'auraient perdu. C'est la raison pour laquelle, comme cela se fait dans toutes les bonnes économies, nous devons cheminer vers la mise en place d'un fonds de garantie. C'est une sorte d'assurance des dépôts bancaires.
En ce qui concerne la réunion du groupe thématique, elle s'est penchée sur des questions pertinentes dès lors, celles qui touchent les secteurs de l'agriculture. Le gouvernement s'engage à rendre effective l'électrification des Tchouengue. Il a été décidé que pour l'électrification nécessaire du site, 150 millions de francs congolais sont mis à la disposition du ministère pour permettre à la SNEL de pouvoir raccorder les sites en électricité. Une autre décision qui a été prise à ces sujets pour faciliter l'accès aux grands engins à ces sites de travaux de voirie vont devoir se faire et qui impliqueront probablement certaines destructions, mais pour intérêt public, et donc des dédommagements aussi devront pouvoir être accordés aux victimes de ces démolitions qui vont se faire. Le gouvernement s'est apaisanti également sur l'exploitation frauduleuse du bois et la situation des transports fluviaux et lacustres en RDC. Là aussi, des dispositions utiles vont être prises pour soutenir la détermination du gouvernement. Prélude à une formation axée sur l'enseignement professionnel et la formation pratique, c'est le thème de l'Expo 2012 organisé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et au cours de ces assises, les différents établissements scientifiques vont exposer les résultats de leurs recherches. Les détails dans ce reportage. Cette nouvelle édition prend en compte l'extrême nécessité d'organiser les centres de recherche. Plusieurs membres du gouvernement, les représentants des comités de gestion et des universités, d'instituts supérieurs et des centres de recherche scientifiques ont tous répondu présents à cette cérémonie d'ouverture. Bonaventure Chello, ministre des tutelles, revient sur les motivations de cette nouvelle édition de l'Expo 2012. Notre pays a donc intérêt à se préoccuper de la promotion de ce type d'enseignement en vertu de l'accompagnement que le secteur éducatif entend apporter à la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État pour hisser notre pays dans le bloc des États émergents. Une particularité épistémologique. Cette troisième édition élargit la réflexion fondamentale et scientifique des participants sur les réalités inhérentes à la recherche scientifique telle qu'elle est menée et gérée dans les centres, institutions de recherche et même dans les facultés des universités. L'enseignement au Congo est inadapté. Il faut une réforme pour l'adapter aux besoins de l'émergence de la société. Cette nouvelle édition doit concourir à augmenter les capacités des étudiants. Il faut aussi initier la jeunesse à assurer ses responsabilités. Il faut signaler que l'enseignement technique et professionnel est à l'origine du développement des grandes nations. L'activité de cette année offre aux établissements ainsi qu'aux centres de recherche de vendre leur image et d'exposer leurs produits. Cependant, une particularité est mise sur la relance de la recherche scientifique en créant un secrétariat à la recherche dans les institutions d'enseignement supérieur public. Les travaux en atelier se poursuivent durant 4 jours pour réfléchir et apporter des solutions aux difficultés que connaît l'enseignement supérieur en RDC. Et dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, le gouvernement, par le biais du ministère de l'EPSP, vient d'enrichir toutes les écoles des livres de la première année primaire jusqu'à la 6e année des humanités, ce qui permettra à toutes les écoles de constituer des bibliothèques. Objectif poursuivi, stimuler les élèves au goût de la lecture et ainsi redresser le niveau de l'enseignement congolais. Rosawazi et Fiston Bouini se sont rendus à l'entrepôt où sont stockés ces manuels pour constater leur expédition. Ces milliers de livres matérialisent la volonté du gouvernement congolais de redresser les systèmes éducatifs nationaux. Il s'agit des livres de mathématiques, de français, sciences, culture générale ainsi que de l'éducation civique et morale. Ces ouvrages qui seront distribués gratuitement dans toutes les écoles du pays sont destinés aux classes dès la première année primaire jusqu'en 6e année des humanités. Ces gestes traduisent les soucis, aussi l'engagement du pays de permettre aux élèves à se familiariser avec les imprimés, mais aussi de donner à chacun d'eux le goût de la lecture et de la recherche scientifique dans les bibliothèques qui seront installées dans leurs écoles. Les livres de l'éducation civique et morale sont en plus grand nombre, ce qui permettra aux élèves de s'initier à la pratique de la nouvelle citoyenneté prônée par le gouvernement afin d'être des citoyens utiles pour le pays dans l'avenir.
Le monde entier célèbre ce lundi 8 octobre la journée pour la vue et cette journée a poussé nos reporters à s'intéresser au contour de ce sens très important du corps humain. Et le docteur Diasiloa, ophtalmologue, donne quelques conseils relatifs à l'hygiène de la vue. Il est interrogé par Mariam Boya et Feston Bini. C'est prévenir, il faut des examens plus ou moins réguliers. Quand on remarque qu'on ne voit pas bien, il faut consulter l'ophtalmologue et pouvoir déterminer qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez une maladie qui nécessite par exemple les traitements simples, ok? Il y a des gens qui ont des irritations, un œil rouge. On peut voir que non, il y a seulement une irritation, on peut donner des médicaments. Mais il y a d'autres qui auront besoin de verres, donc des lunettes. Ça, c'est dans un centre ophtalmologique qu'on pourra décider de ça aussi pour savoir tu dois porter quel verre. On ne va pas s'acheter des verres dans la rue comme ça. Il faut une consultation précise. Là, on va déterminer quelles sont les unités ou les types de verres que vous devez mettre. Il y a des maladies aussi qui nécessitent, par exemple, une intervention, que ce soit la cataracte ou d'autres maladies comme le glaucome, ou d'autres traumatismes aussi qui nécessitent, là, on doit opérer. Donc, vous voyez que nous agissons à 3 niveaux. Soit on donne des médicaments, soit on va prescrire des verres, ou soit on va opérer. Donc ça, c'est le médecin ophtalmologue qui va décider de ça. Et on invite seulement la population à prendre soin de leurs yeux, c'est-à-dire de ne pas consulter n'importe qui, de ne pas donner leurs yeux à n'importe qui. Il y a beaucoup de collègues aussi qui peuvent prescrire à tort. Je pense qu'avant de prescrire un médicament, on doit être sûr du fait que ça devrait avoir. Si on n'est pas sûr, autant transférer le malade à un ophtalmologue, à un spécialiste qui saura quel médicament il faut donner. Sur le plan social, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant a clôturé la formation sur la gestion du développement d'une micro-entreprise et constitution des groupes sociaux et solidaires économiques. Les femmes veuves du village Ngamanzo, de Mangafula et du Kanduka ont été formées sur l'autoprise en charge. Geneviève Inagosi promet d'être l'interlocutrice de ces femmes auprès des décideurs. Reportage Marie-Jeanne Bibomba. C'est dans le cadre du projet d'appui économique en faveur de veuves que la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant est allée à la rencontre des bénéficiaires pour leur apprendre la conservation et les transports de produits vers les lieux de consommation dans cette contrée où il n'existe aucune chambre froide. Geneviève Inagosi a aussi constaté les avancées enregistrées par ces femmes veuves en termes de formation. À 30 km du centre-ville de Kinshasa, la ministre Inagosi a expliqué la nécessité de cette formation par sa volonté de faire participer toutes les femmes congolaises au développement du pays, malgré la situation difficile que traverse la RDC. La particularité est que la majorité des femmes, des veuves, travaillent, développent plus des activités de pêche. Nous sommes venus voir comment elles le font. Et après la formation, vous avez déjà vu qu'on a constitué des groupes solidaires par leur filière d'activité. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut les encadrer, on peut les structurer. Et ceci répond à la volonté du président de la République et du Premier ministre. Par ailleurs, Geneviève Inagosi a conscientisé les femmes veuves des Maluku à connaître leurs droits et à saisir la justice chaque fois qu'elles se sentent marginalisées, car la femme, soutient-elle, est classée parmi les populations vulnérables. Le ministre du Travail a remis officiellement le prix d'excellence au directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Maurice Chikuyasedi, honoré de recevoir cette marque de distinction. La remise du trophée a eu lieu ce lundi à l'INPP Jémi Mamogo et Dieu merci Suika. Ces applaudissements soutenus par des cris de joie et des coups de sifflet démontrent si besoin en étant encore que les agents de l'Institut national de préparation professionnelle se reconnaissent au lauréat du jour. Maurice Chikuya, directeur général de l'INPP, heureux de ce soutien, encourage tous les personnels de son établissement à la technicité et surtout à plus d'application. Avoir un trophée, ça ne vient pas chaque jour. Ce sont les hauts faits d'âme. Présent à cette cérémonie, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a remis officiellement devant cette centaine d'agents le trophée de l'excellence à celui qu'il considère comme son ministère. Le personnel et quelques invités venus d'autres entreprises congolaises ont eux aussi donné des présents à l'heureux promu. Voici les gagnants, mesdames et messieurs.
la nature. Le trophée d'excellence International Stars for Quality, décerné à la République démocratique du Congo à travers l'INPP, est une fierté pour tout un peuple. C'est le couronnement des efforts fournis, c'est aussi un exemple à suivre pour d'autres mandataires. Et on va à présent découvrir les grands titres des journaux de ce lundi et la revue de presse porte la signature de Rose Zawazi. Deux sujets font la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa. Il s'agit de la situation à l'est de la RDC et le 14e sommet de la francophonie dont le travaux débutent dans quelques jours. Ouvrons les balles par la situation à l'est avec Uhuru qui titre et encore un sommet anti-force négative. Les dirigeants de la région des Grands Lacs se retrouvent aujourd'hui à Kampala pour un nouveau sommet destiné à mettre fin aux troubles dans l'est de la République démocratique du Congo où un projet d'envoi de forces neutres à la frontière avec le Rwanda peine à se concrétiser. La rencontre de Kampala, dont l'hôte est le président ougandais Yoweri Museveni, est la 4e organisée en 3 mois par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui regroupe 11 pays dont la RDC et le Rwanda. Cette crise pousse le potentiel à s'interroger pour savoir s'il y a encore lieu de dire après moult sommets, réunions à répétition, que la crise dans l'est du pays suit le schéma classique des relations entre États. La question mérite d'être posée dans la mesure où elle requiert une réorientation de l'approche congolaise de toutes ces rencontres qui n'aboutissent jusqu'ici à rien. Autrement dit, une ouverture géostratégique s'impose. L'UNC craint les pires, son président s'est dit interpellé par un Congo à genoux et pleurnicheur à longueur de journée, incapable de prendre en main sa destinée et qui attend qu'un miracle se produise pour lui apporter la paix, rapporte le phare. Plus le temps passe et davantage l'État-nation s'enlise dans la balkanisation de fait. Africa News pense bien que leur dernière rencontre de fin septembre 2012 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York n'ait produit aucun résultat concret. Président RD congolais Joseph Kabila Kabange et rwandais Paul Kagame sont attendus à cette importante réunion parce qu'elle porte sur la situation dans l'est de la RDC. Parlons à présent de la francophonie. Logiquement, les Congolais ne pourront pas se réjouir pleinement de la francophonie alors qu'une frange importante de la population de l'Est du pays est en train de souffrir. Le plus grand cadeau attendu de François Hollande, c'est son soutien explicite pour mettre un terme à la guerre. Car la sagesse africaine renseigne qu'on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Ceci pour dire qu'au-delà des accolades, des embrassades et des autres, ceci pour dire qu'au-delà des accolades, des embrassades et des chaudes poignées de main, la RD Congo attend un signal fort de ses pairs pour l'aider à apporter des réponses concrètes aux nombreuses attentes de la population, écrit l'avenir. Quant au New Trend, il dénonce les pièges de Tshisekedi. L'annonce par l'UDPS, les partis chers à Etienne Tshisekedi d'organiser une journée ville morte ce vendredi et sa demande de se faire accompagner par ses militants samedi à la résidence de l'ambassadeur de France pour une entrevue avec François Hollande paraissent comme un piège très périlleux tendu à Kabila. Cette transmutation de l'UDPS qui veut pousser le pouvoir de Kinshasa à la faute semble cerner les dirigeants de tous côtés et les encastrer dans l'engrenage. Interdire cette marche limiterait les dégâts mais donnerait une mauvaise image de la RDC en matière de la démocratie. L'autoriser serait faire les lits aux combattants qui se distingueront dans les injures et laisseront des stigmates pas le bon, conclut le journal. Kinshasa sous haute surveillance, écrit le palmarès. La garde républicaine a la lourde responsabilité de veiller à l'intégrité physique de chaque chef d'État qui vient participer au 14e sommet de la francophonie. Pour parer à toute éventualité, la garde républicaine réserve un quota sécuritaire conséquent pour chaque président à dater d'aujourd'hui. Elle place la capitale sous l'escanage. Je ne saurais terminer cette revue de presse sans vous souhaiter un heureux anniversaire. Bisous Mbouindoya. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et surtout pour ce compliment. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.